Je me suis réveillé en pleine nuit et avec un bruit phénoménal dans l'appartement et je me suis aperçu l'immeuble était en feu. Toujours une preuve intéressante. Que faire une fois du matin? Bon, je ne suis pas très spécialiste des incendies, donc je n'ai pas eu le bon réflexe. Je me demandais s'il fallait aller à la fenêtre et dire au secours. Le secours, c'est un peu idiot, c'est comme ça qu'on dit. Mais j'avais au secours dans la vie. Donc c'était plutôt d'appeler les pompiers qu'il fallait faire. Et quand il m'a dit de sortir immédiatement de l'immeuble, je me suis dit, mais si tout brûle, qu'est-ce que je devrais emporter de chez moi? C'était une bonne question parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'avoir des réflexes rationnels. On se dit simplement, ce à quoi je tiens le plus, c'est quoi dans cet appartement Voilà. Donc j'ai pris une décision rapide et puis je suis parti avec dans la rue, c'était d'emporter mes albums photos. C'est un peu étrange, ou parfois on peut trouver que c'est justifié, parce que c'est vrai que c'est à l'époque des documents qu'on ne pouvait pas remplacer, il n'y avait pas de numérique à l'époque, donc c'était du papier et des photos, bon voilà. Et finalement, l'incendie n'était pas grave, je suis remonté avec j'avais mis ça dans des sacs de sport, c'était un peu ridicule dans la rue avec des sacs de sport et des albums photos. Et quand je suis remonté avec, je me suis dit, mais pourquoi j'ai emporté ces albums? Qu'est-ce qu'il y avait dedans qui pouvait... Alors je ne les regardais jamais, on ne regarde pas ces albums photos. D'ailleurs, on ne regarde pas ceux des autres non plus, on s'en fout. Sincèrement, surtout ceux des autres. C'est une catastrophe quand quelqu'un se dit, tiens, j'ai mis mon album photo. Ou à l'époque aussi, c'était les projections de diapo, c'est terrifiant. Donc personne ne s'intéressait à mes albums, j'ai décidé de le faire, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dedans, il y avait des photos que j'avais oublié, qui était assez fascinant de ma famille et de mon père qui avait disparu quand j'avais moi-même 3 ans, l'âge de 3 ans. Et notamment une photo assez étrange où, dans toutes les photos, il avait une posture de personnage très sûr de lui, très fort, sauf l'une d'elles où l'appareil photo avait dû se déclencher trop tôt, il n'avait pas pu se mettre dans la posture du type indestructible. Et il était à l'époque atteint d'une maladie qui devait l'emporter. Donc je suis parti de cette photo et j'ai remonté toute la piste jusqu'au moment où j'étais impliqué moi-même dans cette histoire-là. Ça fait envie, non? Le deuxième s'appelle L'homme qui ne disait jamais non. Là aussi, je suis parti d'une expérience qui me dit si un jour je perdais la mémoire, est-ce que j'aimerais bien mes livres? Ça, c'est une vraie question aussi. Ça. Si je relisais toutes les poésies que j'aime pas du tout d'ailleurs, parce que est-ce qu'on est la même personne? Est-ce que la question c'est la suivante, si on redécouvrait sa propre vie après avoir perdu la mémoire, est-ce qu'on l'aimerait? Est-ce qu'on aimerait les gens avec qui on est? Est-ce qu'on serait content du métier qu'on fait? Et toutes sortes de choses. C'est une intrigue policière, mais qui évoque cette question au passage d'un personnage qui doit redécouvrir ce qui fait la matière de sa vie, son métier, ses relations, ses amours, et qui tombe de catastrophe en catastrophe parce que rien ne lui plaît. Ni chez lui comme c'est décoré, ni il n'aime pas les chiens, or il a un chien, toutes ces sortes de choses. Et il y a une raison particulière au fait qu'il n'aime pas du tout sa vie antérieure, et la raison c'est que c'était quelqu'un qui ne disait jamais non. Voilà. Suspense. Plus rapide sur celui-là qui s'appelle Vertigo Quito, qui est simplement le récit des aventures en Amérique du Sud où on a décidé d'aller vivre une année qui se sont transformées en 3 années, parce que c'était vraiment un continent fabuleux, un pays que j'ai découvert ne parlant ni espagnol ni ne connaissant l'Amérique du Sud. J'ai été donc parachuté là, et c'est le récit d'un grand type, un grand escogriffe qui est moi-même, aux prises avec les difficultés d'adaptation et aussi cet émerveillement dans laquelle je me suis trouvé de réinventer un pays à travers mon regard. Et puis j'ai choisi de le raconter un jour, en ne sachant pas au début par quel bout prendre, parce que c'était tellement grand et tellement de choses à raconter dans toutes les aventures que j'ai connues là-bas, que j'ai pensé à la revue de mon camarade Patrick, qui est une revue que j'aimais beaucoup à l'époque où j'étais en France et qu'on ne pouvait pas. Et il se trouve que dans la rue, dans la rue que j'habitais,
À Quito, il y avait 2 Français, et c'est eux qui ont eu l'idée, qui m'ont dit, quand ils étaient abonnés, ils recevaient la revue chez eux. Donc ils m'ont dit, mais raconte ça dans l'interne, c'est exactement ce qui pourrait les intéresser. Bon, j'aurais dit non, c'est que c'est du quotidien. Mais le quotidien de quelqu'un qui vit à l'étranger, soudain a plus de relief. Le relief étant le mot, parce qu'on était à 2800 mètres. Et tout est différent dans cette altitude-là. Donc j'ai raconté non pas le pays, non pas le continent, mais ma rue, puisqu'elle était comme un concentré d'Amérique du Sud, un concentré de la population, et des événements que j'avais vécus. Et puis finalement là, j'ai pris le parti de la descente d'en haut jusqu'en bas, c'est devenu assez... Didier, c'est qui que t'as dit? C'est allé m'arrêter, c'est trop long. Ça nous intéresse pas. Ah non, non c'est pour lui, c'est autre chose. Regarde où t'habites. Oui, j'ai raconté ça dans cette planche-là et on le voit là. C'est Quito qui est à 2800 mètres sur un plateau au pied d'un volcan. Et ma route descend jusque dans la vallée profondément. Et à chaque virage, il y avait des événements que j'avais vécus, des situations et des personnages assez frappants pour moi. Et tout ça mis en bout à bout faisait finalement un récit d'un pays et d'un esprit, d'un état d'esprit particulier. Ah oui, pardon. Vous me rendez, hein, c'est... Ah bah, tout à fait. Le monde du dessous, c'est un peu le prolongement de mon aventure sud-américaine. Et là, c'est avec ma fiancée, Anne Simon, qui est romancière et qui, elle, de son séjour, a tiré un livre qui s'appelle Dans la montagne d'argent, qui est en Bolivie. On est allé en Bolivie aussi, et puis on a découvert surtout une montagne dans laquelle sont morts 8 millions d'Indiens qui ont été exploités sur 4 siècles. Mais bon, c'était sur 4 siècles. Donc elle a pris le parti d'aller vivre dans cette mine, qui est une mine épouvantable, avec aucune condition de sécurité. Elle vivait parmi les Indiens, qui sont des mineurs de génération en génération, qui essayaient encore d'exploiter les veines de cette montagne, qui a donné tout ce qu'elle pouvait en argent, il ne reste plus rien, et qui fait encore beaucoup de morts, d'explosions, de chutes dans des trous, parce que vraiment l'accès est jamais sécurisé. J'aurais bien aimé l'accompagner, mais je ne pouvais pas y aller parce que je devais garder notre fille, sinon j'aurais adoré descendre dans les mines avec les nuages toxiques d'argent sonique, avec les chutes possibles, par l'humidité. J'aurais adoré. Mais ça ne s'est pas fait, c'est elle qui l'a fait. Et elle en a tiré ce roman formidable parce qu'il raconte la vision des Indiens des hauts plateaux boliviens, qui a priori nous est parfaitement étrangère, on n'a rien à voir avec ces gens-là, mais elle a réussi à nous amener à faire comprendre leur façon de concevoir le monde, qui est très poétique, qui est très belle, qui est tout en imagerie. Elle parle elle-même la langue quechua, qui est une langue aussi très particulière, une langue impressionniste, une langue de sensation. On ne parle pas de précision, on parle de sensation des choses. On est beaucoup dans le ressenti. Et donc, parlant cette langue, elle a pu approcher la psychologie de ces gens, leur façon de voir, et le restituer avec des textes que j'ai tellement trouvé sublimes, c'est cette façon de parler en invoquant les événements et les lieux naturels comme des êtres vivants. Pour eux, la montagne, c'est vivant. Les rochers sont vivants, tout est vivant. Donc, j'ai sorti ces textes de ce roman pour en faire celui qui s'appelle Le Monde du Dessous, que moi j'ai appelé plutôt comme ça, c'était plus parlant. Et j'ai adoré faire ça parce que j'avais un texte qui me portait, et rien à voir avec ce que je fais habituellement, absolument rien à voir. Donc j'étais très loin de ma surface. Et j'ai adoré aussi pour une dernière raison, c'est que cette histoire qui a l'air de s'adresser, de parler d'Indiens très loin de nous, encore une fois, d'Amérique du Sud, finalement parle de nous, puisque par une manière que je ne vais pas vous décrire, elle fait le lien avec la situation économique qu'on vit actuellement et cette crise de 2008, qui est une crise financière formidable. Elle arrive à trouver un lien entre ces deux événements qui sont la façon, le diable, tel que le conçoivent les Indiens au fond de la mine, à qui font des offrandes, et ces événements de la crise financière de 2008, par un biais qui m'a sidéré, un raccourci formidable. Tout ça n'est rien à côté de ce livre. C'est un peu de ma carrière. Ça, c'est un effet d'annonce. Qui s'appelle, pourtant c'est un titre un peu incertain, c'est l'univers à peu près. J'ai choisi de faire une espèce d'encyclopédie de tout et de rien, surtout de rien. Et je lirai alors. S'il te plaît.
qui raconte par un biais tout à fait anecdotique toutes les choses que la science n'a pas pu expliquer. Je trouve des explications, modestement, hein. Mais je trouve qu'il y a des endroits où on est un peu sec en termes d'explication, et donc je me suis dit, tiens, là, j'ai peut-être le truc. Pour prendre un exemple, la disparition des dinosaures, voilà, on se dit, est-ce que c'est une comète qui aurait percuté la planète, des explications fantaisistes comme ça, qui n'ont rien à voir avec la vérité que j'ai personnellement découvert simplement en observant les dinosaures. Parce que si tu observes les dinosaures, tu comprends très vite pourquoi ils ont disparu. D'abord, prenez le tyrannosaure Rex, avec sa peau verdâtre, plein de bulbes et de peau, et puis ses dents horribles, quoi. Bon, bah, la raison nous en vient, évidemment, il est moche. Donc, quand tu es Madame Dinosaure, Madame Tyrannosaure Rex, t'as aucune envie d'avoir un rapport sexuel avec Monsieur Tyrannosaure Rex, sachant qu'elle-même n'est pas non plus super. Donc, ça va pas le couple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les rapports sexuels s'espacent, et puis un jour plus de rapports sexuels, donc extinction de la race. Je vous mets au défi de me dire que c'est faux. Voilà, d'autres explications, par exemple, grâce à toi, c'est là que c'est bien que tu restes aujourd'hui. Toi m'avait demandé de faire un hommage, t'es là aussi je crois, dans un catalogue de Glénat, on m'a demandé de faire un hommage à ta série que je déteste. Ben oui. Mais ton hommage était drôle. C'est bien de le dire avec un sourire comme ça. Et moi de le prendre avec un gros sourire. C'est ça qui est beau dans l'amitié. Parce que c'est évidemment. Oui, bien sûr. Et donc on m'a demandé de rendre hommage, et je m'étais dit, donc je m'étais penché sur tous les thèmes qui sont les thèmes. Et je me dis, effectivement, si on croise toutes les lignes de force entre tous les grands symboles religieux du monde ancien, présent, le gros mélange que tu fais habituellement, et que on prend, je sais pas, les pyramides, on prend la cathédrale de Chartres, on prend le Machu Picchu, ça c'est le grand lieu sacré, et qu'on croise toutes ces lignes, on tombe sur ce que moi je crois être, enfin, bon, je parle sous ton contrôle, hein, oui. L'emplacement du tombeau du Christ. Ah, ça, donc j'explique comment on peut retrouver le tombeau du Christ. Et figurez-vous que le tombeau du Christ, alors vous le révélez, on va pas être d'accord parce que... Ah si, c'est prouvé. Moi je le prouve dans le triangle secret aussi. On va confronter nos deux explications. La mienne est que le tombeau du Christ, il est sous la supérieure casino de Chambon-sur-Lignon. Alors c'est pas grandiose comme nom, on a l'impression que c'est un peu... Mais c'est bien un truc du Christ, ça qui est le roi de Ventoulouse, que d'aller finalement à l'emplacement du tombeau, d'être sous le casino. Moi je le connais parce que je trouve que par tout à fait hasard, j'habite pas loin. C'est une histoire. Allez-y, allez-y. C'est le chemin de Saint-Jacques. Pardon? C'est le chemin de Saint-Jacques. Oui, Saint-Jean-de-Compostelle, exactement. C'est pareil. Et c'est pas le hasard. Hein. Donc si vous allez au village des Justes. Exactement. Alors d'autres trucs. J'allais en colo là-bas. Tu allais en colo là? Eh oui. Encore une preuve. Ouais, donc je pense que la preuve est faite ce soir, aujourd'hui, et notamment plusieurs éléments m'ont permis de penser, notamment un jour où, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... La fille qui, à la boulangerie, du supermarché, il y avait quand même beaucoup de petits pains. Ça allait super. Poissonnier, ça débordait le truc. C'était un peu énorme. Un jour, j'arrive, je demande, ils ont changé tous les rayonnages, mais vous avez mis le rayon des eaux, il avait mis le rayon des vins là. Oh. Donc j'en ai déduit pas. C'est un croisement que le tombeau du Christ était sous le bac des surgelés, qui est une bonne idée d'ailleurs pour la conservation. Je pars sous ton contrôle. Voilà, donc d'autres explications comme celle-ci, et qui sont évidemment scientifiques à vérifier. La dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'examiner le corps humain pour essayer de voir ce qu'on pourrait changer. C'est un peu tard, hein, je ne cache pas, mais... là, je m'étais aperçu d'une chose sur le corps humain que je trouvais pas très réussi, alors que le corps humain est assez bien fait, surtout celui des filles. Hein. Assez réussi. Là, le travail du Seigneur a été plutôt bien fait. Là aussi, je parle sous ton contrôle. Je trouve un peu raté, pardon.
c'est cet emplacement des organes sexuels féminins, à côté de, pardon de le dire, à côté de l'anus. Je trouve ça pas très bon. Je trouve que c'est une erreur. Et C'est quand même quelques millions d'évolutions, ça va être difficile. non, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est comme mettre les toilettes dans la cuisine. Donc je me suis dit, je suis d'accord que c'est un peu tard pour changer les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas de meilleurs endroits? Par exemple, si on le plaçait le sexe féminin sous les bras, par exemple. Et là, voilà. Donc d'abord, il y a du poil aussi, pardon. Et on pourrait recréer à peu près l'environnement classique, sous les bras. Et là où tu as raison, c'est que cette fois-ci, on pourrait en avoir deux. Moi, je trouve que Génial. Si on pense à la symétrie, oui. nous-mêmes, on aurait aussi. C'est un peu gênant aussi pour le volet. Oui, pour le volet. Parce que ça peut faire mal. Quand tu portes un Marseille, c'est toujours un peu. Mais ce qui serait pour nous, les garçons qui avons du mal des fois, enfin. Nous, à assurer une deuxième fois, on aurait donc deux sexes sous les aisselles. Donc en fait, il y a de quoi changer. Et les filles aussi. Voilà, donc beaucoup de travail en perspective. Mais des pistes. J'ai lancé des pistes de réflexion. Il y en a beaucoup d'autres, je vous les épargne, comme ça vous amuserait à l'acheter. S'il vous plaît, les livres par rapport aux lycées se vendent très très mal. Celui-là est un échec cuisant. Sorti il y a 2 mois, il y a 10 achats, dont 9 des miens. La personne que je cherche, qui est cette personne qui a acheté? C'est toi! Je viens de l'acheter. Donc sauvez-moi, s'il vous plaît. On va l'acheter. Et ça en dédicace ce soir. Merci.